Aujourd'hui, du coq à l'âne, du renard au lion, du lion à la panthère, Ésope, ce célèbre inconnu, soit des fables sans auteur ou un auteur sans œuvre, lu et traduit par Antoine Bicéré et Julien Bardot. La Compagnie des poètes par Manou Farine. Et c'est jusqu'à 16h. La cigale ayant chanté tout l'été, la cigale ayant chanté tout l'été, la cigale ayant chanté l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine, elle alla crier famine, elle alla crier famine, elle alla crier famine, chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister, jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. Antoine Bicéré, Julien Bardot, bonjour, bienvenue à tous les deux. La cigale et la fourmi versant vers, c'est-à-dire versant La Fontaine, mise en musique par Gounod. Et de fable, il va être question avec vous deux, à l'occasion de la parution en folio classique d'une toute fraîche traduction des fables d'Ésope. Je chante le héros dont Ésope est le père, donc cette fameuse phrase, prévenait La Fontaine en 1668, dans la dédicace à Monseigneur le Dauphin pour la première édition de ses fables. Et au fond, et on l'entend bien là en écoutant Gounod, c'est bien des fables de La Fontaine qu'il est question. On ne se penche plus guère sur Ésope que pour sourcer La Fontaine ou que pour évoquer La Fontaine. Pourquoi le retraduire, le reprendre aujourd'hui ? Est-ce que c'est justement pour détacher Ésope de cette source-là, Antoine Bicéré? Alors, on a l'habitude, dans les éditions des fables de La Fontaine, de mettre des notes après chaque apologue, et puis d'indiquer en note infrapaginale ou en note finale, source, 2 points, et puis Ésope et le titre d'une seule fable. Alors, c'est commode, cela permet ensuite d'aller ouvrir une édition de texte grec et puis de voir un peu comment La Fontaine a pu retravailler le texte pour l'améliorer. En général, c'est une démarche qui aboutit à une glorification du talent du fabuliste français. Mais dès lors qu'on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on commence à regarder un peu comment le texte grec des fables d'Ésope a été établi, on s'aperçoit que, en réalité, les fables d'Ésope ne constituent pas un texte unique, un texte stable, mais qu'il s'agit en réalité d'une tradition multimillénaire et que même sous la forme de ces textes grecs que nous publions aujourd'hui, en réalité, ces fables sont un conglomérat de textes rédigés par des rédacteurs anonymes à des époques variées, entre le 1er siècle de notre ère et le 13e, alors que Ésope est censé avoir vécu, lui, au 6e siècle avant Jésus-Christ, et que donc ces textes ont été réunis progressivement sous le nom du fabuliste, mais qu'il s'agit en fait d'un label, d'une étiquette un peu commode pour les réunir dans des recueils qui, par ailleurs, sont extrêmement hétérogènes. Justement, Antoine Bicéré, alors on va revenir sur ce que vous désigniez comme un label. Alors du coup, je vais peut-être prendre un petit peu à rebrousse-poil ce que vous venez de me dire, en commençant par Ésope, à proprement parler. Vous écrivez dans votre préface « S'il ne se trouve plus personne aujourd'hui pour douter de l'existence réelle d'un fabuliste nommé Ésope aux alentours du 6e siècle, avant notre ère, force est d'avouer qu'il reste bien difficile d'affirmer quoi que ce soit à son sujet.
Donc ça commence mal, ou ça commence flou, en tout cas, à vous lire, mais on va essayer quand même. Qu'est-ce qu'on sait, malgré tout, alors même si on a bien compris qu'il s'agissait d'un corpus d'œuvres et sans doute de voix multiples, qu'est-ce qu'on sait finalement de ce personnage que les siècles suivants vont très vite et abondamment fictionner? On ne sait de ce personnage que ce qu'on a bien voulu nous en dire, c'est-à-dire ce que des auteurs légèrement postérieurs, par exemple comme l'historien Hérodote ou comme le dramaturge Aristophane, ont bien voulu écrire à propos de ce personnage un siècle ou deux après son existence présumée. Dans la mesure où son nom est cité à plusieurs reprises et semble situé dans une chronologie à peu près cohérente, on pense qu'effectivement, un auteur de fables, un logopoios, comme il l'appelle, c'est-à-dire un créateur d'histoire, a existé au VIe siècle, au début du VIe siècle avant notre ère, et qu'il s'agissait sans doute d'Ésope. Mais alors, que peut-on en dire ? Eh bien, il semblerait que Ésope soit né en Thrace, donc en Asie mineure, sur les rives de la mer Noire, qu'il ait été esclave. Certains remettent en doute cette affirmation, mais bon, on la trouve plus ou moins sous la plume d'Hérodote et d'un de ses disciples. Il semblerait qu'il ait été affranchi, et pour le reste, tous les auteurs s'accordent à en faire la victime innocente d'un complot ourdi par les habitants de la ville de Delphes. On ne sait trop pourquoi, sans doute parce qu'il aurait offensé les habitants de la ville de Delphes et qu'il aurait donc été mis à mort par précipitation, en étant jeté d'une falaise. Tout ce qu'on raconte à son sujet d'autres ressortit très largement à la légende. Pas de réalité historique, donc si on vous entend bien, Antoine Bicéret, en revanche une foultitude d'anecdotes. Voilà comment se vit d'Ésope, livre du philosophe Xanthos et de son esclave Ésope au sujet des mœurs d'Ésope, qui est ce texte anonyme que vous redonnez, que vous retraduisez également pour l'occasion. Julien Bardot est daté probablement du 1er siècle, et voilà comment Ésope y est représenté. Je le lis. Extraordinairement affreux à voir, bossu, ventripotent, la tête énorme, le nez camard, voûté, noir, courteau, difforme, les bras semblables à des petites pattes, boiteux, moustachu. C'était une erreur du jour, et par-dessus le marché, il avait une infirmité pire que sa difformité, c'est qu'il ne pouvait pas parler, il était en effet bègue, et ne pouvait absolument rien dire. Alors même si Isis finira par donner à Ésope le don de l'éloquence. Ça fait beaucoup pour un seul homme, quand même. Et pour cause, il s'agit bien d'une fiction que ce texte. Vous parlez même, Antoine Bicéret, d'un possible premier roman grec à propos de cette vie d'Ésope. En tout cas, je ne fais là que redire ce que les spécialistes de la fiction narrative grecque ont coutume de dire depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, c'est un texte qu'on peut considérer comme l'un des premiers romans grecs. Plutôt que de considérer ce texte comme une biographie manquée, disons, ou comme une biographie invraisemblable, ce qui a longtemps été le cas, c'est un texte qui a longtemps été méprisé par ses lecteurs. Il y a une vingtaine d'années maintenant, une trentaine d'années même, on a commencé à le lire comme un texte fictif, comme un texte narratif dont on pourrait analyser, disons, les effets de structure, l'idéologie même, et analyser la façon dont il construit ce personnage fictif qu'est Ésope. Alors, vous me disiez tout à l'heure, j'apporte juste une toute petite correction, que le personnage n'avait pas de réalité historique. En fait, il y a bien apparemment un soubassement historique à tout cela. Il y a bien le personnage d'Ésope a sans doute une incarnation historique. Mais de là à dire que ce qu'on dit de lui ordinairement correspond à ce personnage, rien n'est moins sûr. Et quant au texte de la vie d'Ésope que nous avons proposé en ouverture de l'édition des Fables et que Julien a retraduit, ce qui était un très gros travail, ce texte, pour le coup, est presque entièrement fictif, y compris donc le portrait un peu monstrueux qu'il propose du fabuliste à l'ouverture du roman. Ce qui ferait au fond d'abord d'Ésope une sorte de héros, enfin même plutôt d'ailleurs d'anti-héros littéraire, d'abord. Ah, tout à fait. C'est une sorte de
d'anti-héros picaresque. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'anti-héros. C'est bien un anti-héros dans la mesure où il contrevient à tous les idéaux grecs de la beauté. D'ailleurs, il est souvent mis en confrontation avec des personnages qui, eux, peuvent incarner une forme de perfection. Par exemple, le maître qu'il sert dans sa vie, hein, le maître qui s'appelle Xanthos, c'est un nom qui signifie blond en grec. C'est-à-dire que ce personnage laid et difforme, hein, sert un maître qui, lui, est blond, c'est-à-dire qu'il revêt l'une des caractéristiques archétypiques de la beauté grecque. Pourquoi fallait-il justement qu'il soit laid comme les 7 têtes de l'hydre, hein, comme le spécifie l'auteur Julien Bardot? Ça semble le rapprocher d'autres personnages bien connus, alors notamment de Socrate, dont le personnage repose sur cette dualité entre un physique assez monstrueux, enfin, c'est quelque chose d'assez connu, les silènes, hein, les boîtes qui prêtent à rire, qui sont la métaphore utilisée pour le discours socratique, et lui-même donc était quelqu'un de laid, et évidemment cette laideur est compensée en vérité par une intelligence, une sagesse hors du commun, et on a l'impression donc que Ésope, qui comme on l'a dit est un personnage fictif et vraiment le portrait qu'en effet est monté de toutes pièces pour en faire un personnage qui a du relief et qui a une charge symbolique. Donc Ésope lui-même est un peu sur ce modèle-là, et donc sa laideur ne serait qu'en fait le revers de son intelligence, de sa ruse aussi, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça dit justement, cette laideur nécessaire ou laideur utile ou didactique, ou j'en sais rien. Qu'est-ce que cette laideur justement dit de la représentation du fabuliste, c'est-à-dire de la conception du genre, de la fable? Antoine Bicéret peut-être. Oui, alors toute la question est de savoir si la vie d'Ésope, le rédacteur anonyme de la vie d'Ésope, avait conçu son protagoniste, hein, comme un emblème du genre dont il était censé être l'inventeur, ou si ce sont les lecteurs de ce roman qui l'ont progressivement constitué comme un emblème du genre de la fable. Alors, on a fait de lui, effectivement, l'image d'un genre dont le principal ornement serait de n'en avoir aucun, comme pour reprendre les termes que La Fontaine emploie à propos de la fable grecque, hein. C'est-à-dire un genre finalement dont le récit aurait quelque chose d'un peu rugueux, d'un peu ridicule même, parce que finalement il met en scène des animaux parlants, donc au regard de la grande poésie, au regard de genres beaucoup plus sérieux, ça reste une sorte de conte pour enfants. Et donc, à ce titre, le corps du personnage, le corps d'Ésope serait une sorte de métaphore du récit, de la conception du récit de fable qui pouvait être charrié par toute une série de jugements un peu méprisants portés sur ce genre mineur. Mais son astuce, sa subtilité, la sagesse, la piété aussi dont il est porteur serait, à contrario, un emblème de la sagesse que les fables peuvent délivrer dans leur moralité, dans les sentences qui terminent les apologues. Et donc, on a pu faire justement de ce personnage foncièrement duel, l'image justement de la fable, dont, pour reprendre les termes de La Fontaine, le corps finalement est le récit et l'âme la moralité. Donc il y a comme ça une espèce de métaphore structurante à la fois dans la théorie de la fable et dans la vie d'Ésope qui semble associer justement cette image un peu ambivalente du fabuliste à l'image ambivalente que la fable a pu avoir pendant très longtemps. Et qui s'est maintenue avec le temps. Je pense par exemple justement à cette représentation d'Ésope, et à mesure que la fable va prendre du galon d'une certaine manière, c'est-à-dire de l'ornement, c'est-à-dire du vers, c'est-à-dire à mesure donc que la fable va s'installer comme un genre littéraire et moins comme le sorte de parents pauvres ou de parents même indignes, un peu de la littérature. Est-ce que cette représentation-là va bouger? Est-ce qu'on va conserver cette image-là d'Ésope? Oui, alors justement, ça c'est extrêmement intéressant parce que je m'étais intéressé
aux illustrations qui ont été réalisées de la vie d'Ésope, donc du roman que nous republions ici, mais de ces versions, disons, anciennes, celles qui ont été publiées à partir de la fin du XVe siècle et jusqu'à la fin du XVIIe siècle environ. On peut identifier une dizaine de cycles de gravures sur bois, sur cuivre, qui ont été réalisés pour illustrer ce roman dans les recueils de fables publiés entre le XVe et le XVIIe siècle. Et alors, en fait, la plupart des recueils qui proposent des réécritures des fables ésopiques, des réécritures ambitieuses, disons, des fables ésopiques, soit parce qu'elle mettrait en vers les fables d'Ésope, soit parce qu'elle lui attribuerait, disons, une force de suggestion morale plus importante que celle qu'elle revêt dans les recueils ésopiques traditionnels, eh bien tous ces recueils ont tendance justement à essayer de se débarrasser un peu de ce personnage. Alors ou bien justement en ne proposant pas d'illustration de la vie d'Ésope, c'est-à-dire en rajoutant pas d'une certaine façon, en n'allant pas jusqu'à représenter un personnage qui déjà dans le texte même est suffisamment monstrueux, mais parfois même en supprimant la vie d'Ésope, voire en supprimant le nom même d'Ésope des titres des recueils. On trouve ainsi des recueils, par exemple, qui vont s'intituler Centum Fabulae en latin, c'est-à-dire sans fable, mais sans parler du personnage d'Ésope, ou encore les véritables fables des animaux, ou encore les fables héroïques. Mais à chaque fois, le nom d'Ésope disparaît, il n'est même plus mentionné dans les préfaces, dans les introductions de ces recueils qui sont publiés entre le milieu du XVIe siècle et la fin du XVIIe siècle. Alors de ce point de vue-là, le travail de La Fontaine est évidemment à mi-chemin, parce que c'est un auteur qui, à la différence de tous ces fabulistes antérieurs qui ont cherché à chasser un petit peu le personnage d'Ésope de leur recueil pour faciliter, disons, la transfiguration du genre ou pour faciliter sa promotion esthétique ou morale, à la différence de tous ces auteurs, La Fontaine lui fait le choix quand même de donner à Ésope une place importante dans son recueil. De ce point de vue, sa poétique est un peu hybride, à mi-chemin entre d'un côté une véritable ambition esthétique et d'un autre côté une forme d'acceptation de ce que le genre peut avoir d'un peu puéril, d'un peu rugueux, et c'est sans doute cela en partie qui fait le charme des fables de La Fontaine, me semble-t-il. Voilà, Alors, je vais peut-être vous laisser lire. Alors, je ne sais pas, Julien Bardot, peut-être vous voudrez bien lire un petit extrait de la vie d'Ésope avant d'en venir à proprement parler aux fables. Je pense en particulier peut-être au chapitre 6 et 7 de La guérison. Oui, tout à fait, oui. Donc ça, c'est un passage assez singulier dans lequel c'est un événement capital dans la vie d'Ésope, puisque c'est le moment où justement il va recouvrer la parole et donc cesser de cumuler les handicaps, puisqu'il gardera cette apparence monstrueuse et ridicule, mais pourra avoir la parole et donc faire valoir son esprit et sa ruse et commencer à raconter des fables également. Et donc ça se déroule, enfin c'est une scène un peu de suspens dans le récit, puisque c'est une scène pendant laquelle il est endormi et il va faire une sorte de rêve. C'est un peu comme si c'était vraiment un épisode onirique. Et effectivement, donc, il est particulièrement élaboré du point de vue poétique, on pourrait dire. C'est la description d'un locus amoenus dans lequel se repose Ésope, donc un lieu agréable avec toutes les caractéristiques, une douce rivière, un tapis de fleurs, etc. Donc voilà, je le lis. Donc c'est le chapitre 6. Merci. Comme il faisait extrêmement chaud, Ésope se dit « Le contremaître me donne 2 heures de pause, je vais dormir pendant ces heures de forte chaleur. » Il choisit un endroit de la propriété où la végétation était profuse, qui était paisible, arborée et ombragée, et où poussaient dans l'herbe verdoyante des fleurs de toutes les couleurs qui tapissaient le lieu en raison de la proximité du bois et du ruisseau. Ésope s'allongea dans l'herbe, posa son sac sur son hoyau de laboureur, installa sa peau de mouton comme oreiller et s'accorda du repos. À cet endroit, la rivière faisait écho au bruissement des arbres environnants et il flottait un souffle de vent doux et propice qui faisait frémir les plantes verdoyantes. Elles exhalaient une brise, ajoutant à l'agrément et au charme du bois fleuri alentour. Les cigales, en grand nombre, craquetaient sur les branches et l'on entendait le gazouillis de divers oiseaux qui donnaient de la voix. Là où se lamentait un rossignol, les branches d'olivier l'accompagnaient avec émotion. Sur le pin très effilé, un coup de vent donnait à entendre le chant du merle. À l'unisson résonnait l'écho, qui imite les voix, et toutes celles auxquelles il s'unissait. Et le mélange de tous ces sons était un harmonieux murmure. Ensorcelé par tous ces charmes, Ésope sombra dans un agréable sommeil.
Alors la déesse, la souveraine Isis, survint avec les 9 muses et dit « Regardez, mes filles, gardiennes de la piété, cet homme difforme de constitution, mais au-dessus de tout reproche quant à la beauté intérieure. Je suis ici avec vous pour récompenser cet homme. Moi, je lui rends la voix, et vous, accordez à cette voix la meilleure parole. » Sur ces mots, elle retira l'aspérité sur sa langue qui l'empêchait de parler, et c'est ainsi qu'Isis elle-même lui fit grâce de la voix, et persuada aussi chacune des muses de lui faire grâce d'un don relevant de ses attributs. Elles lui firent don de l'aptitude à inventer des récits, à tisser et à composer des fables grecques. Puis, après avoir fait des vœux pour qu'ils deviennent célèbres, la déesse se retira chez elle, et les muses, chacune ayant accordé son propre don, remontèrent sur le mont Hélicon. Merci. Julien Bardot, vous parlez de ces petits épisodes-là que vous venez de nous lire, comme des épisodes poétiques et métapoétiques. Alors, bon, poétique au sens où je viens de le dire, où l'écriture est assez élaborée, et métapoétique parce qu'ici, dans cet épisode, il y a toutes sortes d'éléments potentiellement symboliques, l'intervention des muses. Alors, j'entendais que Antoine a déjà mentionné la rivalité qui va devenir un motif entre Apollon et Ésope à partir de cet événement-là, puisqu'il y a une intervention directe des muses menée non pas par Apollon, mais par Isis, pour attribuer des dons à Ésope qui vont en faire un personnage un peu peut-être au-dessus de sa condition initiale et qui va finir donc par rentrer en rivalité avec le dieu. Et donc l'intervention d'Isis, donc on voit que cet épisode est censé expliquer donc les qualités qui vont être celles des fables et notamment des qualités morales, puisque ce qui est mis en avant ici, c'est la beauté intérieure, comme je l'ai traduit, d'Ésope, puisqu'il a fait une bonne action, il a rendu service à une prêtresse d'Isis auparavant. Donc c'est sa beauté intérieure qui lui vaudrait cette récompense, ce qui explique donc que les fables sont ces textes un peu particuliers qui, sous des aspects un peu rugueux, donc pour reprendre ce terme, et un peu ridicules et puérils, sont riches d'enseignements et porteurs d'une morale belle, on pourrait dire. Donc cet épisode semble être une clé d'explication de toutes ces ambiguïtés propres au genre. Par ailleurs, dans ce texte, dans Vie d'Ésope, on découvre aussi un Ésope qui est assez subtil, certes, mais également très rusé, très insolent. Il y a de nombreux détours comiques, scabreux, voire scatologiques, avec un goût assez prononcé quand même pour l'humiliation des maîtres, pour la moquerie, etc. C'est d'ailleurs ce qui va signer sa perte à Delphes. Et je me demandais quel est l'intérêt réel de ce texte-là, Vie d'Ésope. Est-ce que c'est un intérêt historique, philologique ? Est-ce que c'est ce texte-là qui, au fond, mettrait vraiment en scène la naissance d'un genre littéraire ? Antoine Bicéré, Julien Bardot. Alors, moi, je peux commencer, puis Julien nous dira ce qu'il en pense. Quel est l'intérêt ? Je pense que c'est d'abord un intérêt narratif, c'est-à-dire c'est plutôt le plaisir d'une lecture complémentaire aux fables. Et l'intérêt de le placer en ouverture d'un recueil de fables, c'est tout simplement une façon de renouer avec l'essence même, d'une certaine façon, du genre de la fable, puisque il semblerait que depuis l'invention, depuis la rédaction, disons, de ce texte intitulé Vie d'Ésope, eh bien son destin est d'être associé au recueil de fables dans un très très grand nombre de recueils de fables publiés, écrits, rédigés, transmis et publiés entre le 1er siècle de notre ère et, je dirais, l'époque la plus récente, au moins en tout cas le 18e siècle. C'est un texte qu'on trouvait en ouverture des recueils de fables, comme une façon, si vous voulez, de mettre en scène l'auteur de ces fables et de donner un peu plus de relief à des textes qui, sans lui, semblent un peu dépourvu de contexte octorial. D'une certaine façon, c'est un texte qui donne de la consistance à la figure d'auteur qui manque un peu dans les fables, dans la mesure précisément où les fables, justement, n'ont pas réellement d'auteur, puisque ce sont des textes, je le disais en ouverture de l'émission, rédigés par des rédacteurs anonymes à des époques très variées. Donc, je pense que la personne qui avait rédigé La Vie d'Ésope, qui est peut-être un auteur grec d'origine égyptienne, ou au contraire un égyptien de langue grecque, on ne sait pas trop, mais cette personne a essayé de donner de la consistance à une figure d'auteur pour nouer un petit peu, rassembler avec plus de fermeté, en tout cas, le boisseau des apologues qu'on réunit en général derrière lui.
Et alors par ailleurs, Julien Bardot. ce texte, La vie d'Ésope, on pourrait dire aussi que ça constitue d'une certaine manière une première fable qui déjà nous prépare à la manière de lire les fables, même si là ça serait une fable beaucoup plus étendue, parce que donc il y a, comme on l'a dit déjà, plusieurs éléments dans le détail du récit et surtout dans le portrait qui est fait et qui est développé d'Ésope lui-même, une portée métapoétique qui sert un peu à expliquer le genre et à programmer un certain type de lecture, parce que également ça finit sur une sorte de morale, même si celle de La vie d'Ésope là c'est une sorte de dernier mot extrêmement énigmatique et pour lequel justement on a mis une note pour présenter au lecteur les différentes interprétations qu'on peut en faire et dans laquelle, dans ma traduction, je n'ai pas essayé de trancher parce que ça se présente vraiment comme une sorte d'énigme à mon sens. Et puis aussi, on pourrait dire qu'à l'intérieur déjà de ce texte, donc La vie d'Ésope, Ésope raconte plusieurs fables qui ensuite, pour la plupart, ne figurent pas dans le recueil, effectivement. Donc ça, c'est vraiment donc pas un prolongement, mais un complément qui paraissait vraiment nécessaire à plusieurs points de vue. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, Julien Bardot, alors que de traduire, puisqu'on en vient aux fables à proprement parler, de traduire alors un auteur sans œuvre et puis une œuvre sans auteur, ou alors à multiples auteurs à proprement parler. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'exercice de la traduction? Au fond, avec quelle cohérence de texte vous avez travaillé? Bon, c'est un ensemble disparate, notamment La vie d'Ésope d'un côté, les fables de l'autre, hein, ce n'est pas du tout le même type d'écriture. Pour ce qui est vraiment des fables, puisqu'elles viennent tous d'une même collection, Il y en a 273. Là, il y a une certaine cohérence, c'est-à-dire que c'est une langue relativement pauvre, assez répétitive, qui repose notamment sur des formules qui reviennent tout le temps. Pas seulement les formules pour introduire les moralités, la fable montre que, la fable s'adresse à, c'est toujours les mêmes formules qui reviennent. Mais même dans le développement du récit, c'est vraiment... il y a une très grande économie qui fait que même sans auteur derrière, je percevais vraiment cet ensemble de textes comme un tout cohérent et que donc j'ai traduit de manière assez homogène. Alors il y a quand même quelques exceptions, notamment peut-être on en reparlera, les deux fables en vers qui font partie du recueil. Là que j'ai choisi de traduire également en vers pour faire une sorte d'équivalence et qui évidemment se distingue. Mais bon voilà, pour les fables d'Ésope, pour la plus grande partie d'entre elles en tout cas, il y a une certaine cohérence, une certaine homogénéité. La vie d'Ésope, effectivement, est différente et donc le passage que j'ai lu tout à l'heure, il n'y a rien de semblable, évidemment, dans les fables. Aucun développement, aucune description, aucune notation sensorielle. Ce sont vraiment des récits Ce sont des toutes petites miniatures, en fait. Oui. On va en lire quelques-unes tout à l'heure. C'est Oui. très, très court, bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Donc, il y a effectivement des invariants
de structure, mais j'imagine aussi des invariants de motifs. Antoine Bicéret, dans votre préface, vous parlez du terme ésopique comme un terme générique, comme on dirait par exemple des blagues belges ou des histoires de fous ou des blagues marseillaises. Quels seraient au fond les invariants à proprement parler de la fable ésopique? Alors, oui, c'est une question assez vaste. Comme Alors, on le dirait des histoires belges. oui, donc, tout à fait. justement. Alors d'abord, je tiens à dire que ce n'est pas moi qui ai inventé enfin, c'est moi qui fait le parallèle, mais disons, c'est un rhéteur, hein, comment dire, un professeur de rhétorique du 1er siècle, Aelius Théon, qui dit dans un manuel de rhétorique qu'il existe de très nombreux types de fables, hein, par exemple les fables libyennes, les fables cariennes, les fables chypriennes et les fables d'Ésope. Alors il en liste beaucoup d'autres catégories et il explique que ce qui les distingue, c'est que au début de chacune d'elles, parfois on dit une vieille femme de Chypre a raconté que, ou parfois Ésope a raconté que. Et donc il dit voilà, ça ne signifie pas qu'Ésope en est l'inventeur, hein, mais simplement que lorsqu'on raconte l'histoire en question, eh bien on place à l'initiale du récit cette fiction, cette fiction de contexte auctorial pour présenter la fable. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans notre classement des plaisanteries, des histoires de fous, lorsqu'on dit c'est l'histoire d'un fou qui entre, etc. Bref. Alors, quels sont les invariants du genre? Ça, enfin, et surtout, alors, pas du genre, mais plutôt des fables grecques elles-mêmes, c'est-à-dire des fables qu'on publie sous le nom de fables d'Ésope, parce qu'il faut distinguer les deux. Quand on dit une fable ésopique, en fait, en théorie, on renvoie plus largement à tout type de fables, animalières ou non, qu'on a tendance à attribuer à Ésope, c'est-à-dire que d'une certaine façon, les fables de La Fontaine, enfin non, pas d'une certaine façon, c'est vraiment le cas, hein, les fables de La Fontaine sont des fables ésopiques. Mais disons qu'au sens strict, en essayant de restreindre un petit peu le sens du mot ésopique, c'est-à-dire en ne l'attribuant pour l'occasion dans cette émission qu'aux fables grecques que nous venons de republier avec Julien, les invariants de ces textes sont d'abord une structure duel, c'est-à-dire la présentation, le récit d'une anecdote qui peut mettre aux prises ou bien des animaux entre eux ou bien des hommes et des animaux, suivi d'un déchiffrement en termes moraux ou en termes politiques, c'est-à-dire le fait de tirer une leçon de cette anecdote, d'y voir une métaphore à portée morale, politique, enfin un récit susceptible de tirer, dont on peut tirer un enseignement. Ça, c'est la première chose. C'est ce qui les caractérise toutes. Et il faut le dire parce que dans l'histoire de la fable, hein, on a pu procéder différemment. Parfois, on présente les moralités au début du texte. Parfois, il existe des fables qui sont dépourvues de moralité. Enfin, bref. Et puis, parfois, les moralités ne sont pas présentées sous la forme de brèves maximes morales, mais au contraire de longues élucubrations. Et cela, les fables grecques ne le font pas. Alors, ça donne par exemple, je lis rapidement la 15e, qui est brève, mais elles le sont pour beaucoup, qui s'appelle « Le renard et les raisins ». Un renard pressé par la faim, apercevant les grappes de raisins qui pendaient à une treille, voulut s'en emparer sans y parvenir. Il s'éloigna en disant à part soi « Ils sont trop verts ». De même, certaines personnes trop faibles pour pouvoir réaliser leurs projets accusent les circonstances. Voilà, c'est très bref. Comment ce que vous venez de décrire. Ça va droit au but, oui, c'est sûr. Donc ça, c'est une des fables. Alors, vous parlez, Antoine Bicéret, de prose rugueuse. Vous soulignez, bien sûr, leur brièveté, leur absence de qualité littéraire particulière, leur impersonnalité narrative, les formulations qui sont parfois un peu lourdes, notamment dans l'introduction de la morale, comme une sorte de petite compilation de synopsis de fables. C'est ce qui irait en faveur d'une lecture utilitaire de la fable. Ça veut dire qu'au fond, la fable, ça serait cette petite miniature en attente, soit d'être développée, soit une sorte de petite rhétorique miniature. Est-ce que vous avez tranché, Antoine Bicéret? Est-ce que pour vous, ces textes-là ont d'abord des vertus littéraires ou des vertus utilitaires?
Alors, je me garderais bien de trancher, à vrai dire, parce que bon, dans mes recherches, à vrai dire, j'ai commencé par lire toute la critique qui avait été consacrée au genre depuis la fin du 19e siècle. Et alors, ce qui est amusant, c'est que tous les 10 ans, à peu près, quelqu'un affirme que la question est définitivement close et tranchée, etc. Donc, et que à chaque fois, on revient sur l'affirmation de la personne précédente en disant mais non, bien sûr que non, etc. Et tout ça à coup de, comment dire, de conviction personnelle. Alors, moi, j'en ai assez peu, malgré tout. Il semblerait que tout de même, ces fables n'aient pas fait l'objet d'une élaboration particulière. C'est-à-dire que leur récit se suffit généralement à lui-même pour susciter le plaisir de la lecture et ne spécule pas, disons, sur l'ornementation, la ciselure du langage pour susciter le plaisir de la lecture ou pour emporter l'adhésion du lecteur. Donc on pense qu'en effet, on a pu dire que ce recueil... Vous êtes prudent. Hein. Voilà. Que ce recueil était en fait une sorte de répertoire d'anecdotes qui avait été à l'origine conçu à destination des orateurs qui pouvaient épuiser la matière de certains arguments dont ils pourraient ensuite faire usage dans leur discours, parce que la fable était considérée comme un moyen de persuasion extrêmement efficace, notamment devant le peuple, la foule, ou encore donc un répertoire à destination des maîtres qui pouvaient ensuite proposer des fables à leurs élèves pour leur apprendre à rédiger justement des textes parfois en les amplifiant ou au contraire en les réduisant. Et donc, peut-être que, en effet, ces fables-là ne sont volontairement pas travaillées, c'est-à-dire réduites à leur plus simple expression, pour pouvoir ensuite être plus facilement incluses dans des discours, dans des exercices. Bref, qu'il s'agirait ici de synopsis en attente, de réélaboration, de réécriture. Donc, en attente de La Fontaine, peut-être. Alors, en attente de La Fontaine, mais de tant d'autres avant lui. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que La Fontaine, on a tendance à dire que c'est lui qui a transfiguré la fable. Alors, c'est sans doute lui qui est le mieux parvenu à réécrire les fables, à en faire un genre poétique au sens le plus fort du terme. Mais avant lui, de très nombreux auteurs dans toutes les langues européennes et extra-européennes même se sont emparés du genre pour le réécrire et très souvent en vers. Hein. Il y a à peu près autant de recueils de fables en vers dans l'histoire du genre que de recueils de fables en prose. Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid. Qu'est-ce qu'il a fait entrer alors en littérature, la fable ? La question est de savoir... Il y a eu Phèdre avant... pardon. Julien Bardot, non mais... Un jalon important, c'est quand même aussi... Enfin, il y en a eu d'autres, encore, je passe des étapes, mais disons, Phèdre, déjà, c'est une étape importante. Déjà parce que ce sont des fables en vers. D'ailleurs, La Fontaine se revendique presque plus de Phèdre, en fait, que d'Ésope, même s'il met Ésope en avant. Dans sa préface, il insiste beaucoup sur la figure de Phèdre comme modèle. Et c'est peut-être déjà lui qui le fait à travers sa propre collection de fables qui les fait déjà entrer en littérature et puis après ça n'a cessé d'être remodelé par la suite, mais donc il y a toujours eu parallèlement une transmission sous forme de vastes catalogues un peu indigestes dans lesquels effectivement on a plutôt l'impression de voir un répertoire de motifs à réutiliser ensuite, et puis plusieurs grands jalons des auteurs qui dans diverses langues ont voulu proposer une sorte d'anthologie un peu à leur manière, parfois en ajoutant des fables de leur cru, comme donc Phèdre notamment. Antoine Bisséret. Oui, alors évidemment, le Phèdre est un jalon important. La question, il y a deux choses que j'aimerais dire, donc je les prends une par une. La première chose, c'est que Phèdre est pour nous le premier auteur à proposer des fables, un recueil de fables en vers, mais c'est parce que c'est le premier recueil dont nous ayons gardé la mémoire. Selon toute vraisemblance, des fables en vers, il y en a eu avant, c'est-à-dire que le fait de mettre les fables en vers est une démarche qui semble consubstantielle presque au genre. Donc,
Il y a eu des critiques pour considérer même que les textes que nous publions aujourd'hui, et qui sont des textes en prose, avaient à l'origine été rédigés en vers. Bon, c'est une hypothèse qui est largement controversée et à la limite d'être abandonnée, mais malgré tout, si vous voulez, par exemple, les premiers apologues en langue grecque se trouvent sous la plume d'Hésiode ou d'Archiloque, et ce sont des textes rédigés en vers, hein. Donc, inclus, disons, dans des trames versifiées plus longues et qui ne constituent pas des recueils de fables, mais ce sont des fables qui trouvent leur place dans un discours de nature poétique. Alors ça, c'est la première chose. Et du coup, la deuxième, ça serait de savoir, est-ce qu'il faut vraiment considérer que la fable a besoin d'entrer en poésie, a besoin d'entrer en littérature? C'est-à-dire, est-ce que La Fontaine a fait entrer la fable en littérature ou tout simplement, est-ce qu'elle n'y était pas déjà? Par une porte dérobée, dites-vous. Voilà, c'est-à-dire que le simple fait d'être un genre qui repose sur le principe de la métaphore, le recours à l'image, à la fiction pour faire accéder un sens, à une signification supérieure, c'est le principe même de l'écriture littéraire, de l'écriture fictive. Et de ce point de vue-là, la fable est littéraire, la fable est poétique par essence, d'une certaine façon. Sans doute, le langage qui est mobilisé dans le répertoire des fables grecques ne possède-t-il pas les qualités attendues aujourd'hui d'un texte littéraire, mais leur lecture, Julien a employé le mot d'indigeste à propos des recueils de ces apologues. Alors, il y a des recueils parfois, en effet, qui sont très, très massifs de textes et qui se lisent péniblement, mais je trouve, par exemple, que la lecture des fables grecques, si elle n'apporte pas forcément de satisfaction en termes de, stylistique, cette lecture est très agréable parce que on lit les fables avec curiosité, une curiosité qui est sans cesse piquée par l'imagination dont font preuve les différents auteurs de ces petits textes. Vous pouvez nous en choisir une, par exemple? Oui, alors j'en ai quelques-unes sous les yeux. Disons que il y a bien sûr les textes les plus connus, que je ne vais pas reprendre, le loup et l'agneau, le corbeau et le renard. Bon, tous ces textes en général sont connus des lecteurs de La Fontaine, mais on trouve en version très très essorée quand même. oui, mais alors justement, Chez tout Ésope. dépend. Par exemple, il y a une fable qui s'appelle le renard et le bouc. Alors il faudrait en retrouver le numéro parce que ce n'est pas celle que j'avais prévu de lire, mais qui est très intéressante. Ou alors simplement, je renvoie les lecteurs d'Ésope à sa lecture, mais c'est une fable qui est beaucoup plus travaillée que les autres et où on trouve déjà une métaphore qu'on retrouvera chez La Fontaine et dont on pourrait croire qu'elle est venue de La Fontaine, alors qu'en fait, elle est dans le texte ésopique, c'est-à-dire que à la fin du renard et le bouc, donc c'est une fable, vous savez, où un renard est pris au piège dans un puits. Il est descendu au fond d'un puits pour boire de l'eau et puis il s'est retrouvé pris au piège de ce puits. Et un bouc arrive sur le bord de la margelle et commence à discuter avec lui. Le renard élabore un stratagème pour sortir du puits en faisant descendre le bouc dans le puits. Puis ensuite, il se hisse sur le corps du bouc pour sortir et évidemment laisse son compère au fond du trou en lui disant « Si tu avais autant de jugement que de barbe au menton, tu aurais songé à la façon dont tu allais sortir avant de descendre dans le puits. » Et donc cette image-là, un peu plaisante, elle est dans le texte des fables d'Ésope. Donc il y a... Et elles ont beau être un peu essorées, comme vous dites, ce sont quand même des textes qui peuvent parfois présenter des petites trouvailles comme ça, stylistiques. Alors ensuite... Il y a des textes un peu étranges aussi, dont on ne sait trop comment les juger, mais qui m'amusent beaucoup. Je vous en lis un, ça s'appelle Les escargots. C'est une fable qui s'intitule Les escargots. Et en voici le texte, il est court. L'enfant d'un paysan faisait rôtir des escargots. Mais comme il les entendait crépiter, il s'exclama « Sale bête, vos demeures brûlent et vous chantez ?» La fable montre que tout ce qui est fait à contretemps mérite le blâme. Alors, moi, ça m'amuse beaucoup parce que ce sont des textes qui, finalement, dont on ne sait trop si ce sont des fables légèrement décalées, ou donc s'il faut les considérer comme des textes un peu manqués, ou au contraire, si ce sont des fables qui sont un peu ironiques dans leur composition elle-même, un peu auto-parodique d'une certaine façon. Alors, je pensais aussi, par exemple, alors je crois que c'est celle qui porte le numéro 12, qui s'appelle Le renard et la panthère. Le renard et la panthère se disputaient le prix de la beauté.
la panthère prenait sans relâche son pelage moucheté, le renard lui répliqua « Ô combien je suis plus beau que toi, moi qui te mouche par l'esprit et non par le corps. La fable montre qu'aux beautés du corps sont préférables les grâces de l'esprit. » Donc, on voit bien que c'est effectivement assez rudimentaire et dans la construction et même dans la morale. Donc avec ces petites vignettes, ces petites miniatures qui semblent en tout cas sans éclat, sans prétention, sans ampleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, Julien Bardot, alors Antoine Bicéret l'a peut-être déjà un petit peu évoqué, mais à quoi tiendrait malgré tout le charme ou la séduction de ces petits textes-là ? Alors l'exemple que vous venez de citer, effectivement, c'est une de mes préférées, aussi parce que j'ai eu plaisir à la traduire. Il y avait cette syllèpse qui est vraiment donc ce glissement de sens entre le sens propre et le sens figuré de l'adjectif qui est utilisé, qui était assez agréable à traduire. Il fallait trouver quelque chose. Donc là, il y a quand même un petit, il y a quand même quelque chose. Il y a une idée par rapport à d'autres fables, effectivement, qui sont plus rudimentaires et parfois incongrues. Alors comme le disait Antoine, effectivement, c'est un plaisir en soi de tomber sur ces fables incongrues qui associent des animaux qui n'ont vraiment rien à voir ensemble, le crabe et le renard, le lion et le dauphin. Enfin, il n'y a aucune chance dans la nature pour que ces animaux se croisent. Et là, il y a des chameaux, il y a des éléphants, il y a beaucoup de toutes sortes d'animaux, effectivement. D'ailleurs, on voit bien qu'on n'est pas forcément en Grèce à travers tout ce bestiaire. Mais donc, il y a cette incongruité parfois qui peut être assez plaisante, notamment dans la manière dont sont amenées les morales. Pour beaucoup de fables, on a l'impression que la morale est finalement assez aléatoire et qu'il y en aurait eu 1000 autres possibles et même plus évidentes. Alors ça, c'est déjà une source peut-être d'amusement. Parce que je voulais rectifier quand je disais que certaines collections de fables étaient indigestes. Je ne parlais pas de celle-là, évidemment. Celle-là me semble très, très plaisante, au contraire, pour plusieurs raisons. Donc pour celle-là, mais aussi parce que il y a, et ça fait écho aussi à la question que vous posiez, quelles sont les caractéristiques, les invariants des fables ésopiques. Alors il y a certains motifs narratifs qui sont assez constants, notamment le retournement de situation. Et il y a un plaisir, en fait, tout simplement le plaisir de voir de la variation sur un même thème. Et ça, ce jeu est poursuivi à l'infini. Donc on voit revenir des variations comme ça sur le retournement de situation d'un personnage qui croit tendre un piège à un autre et qui finalement finit évidemment par tomber dedans. Donc certaines des fables que j'apprécie tout particulièrement reposent sur ce mécanisme narratif assez simple de l'arroseur arrosé, on pourrait dire, mais qui fait toujours ses preuves. Donc ça, c'est assez plaisant aussi. Après, une autre caractéristique qui me semble assez intéressante et qui nous emmène assez loin de ce à quoi on est habitué avec les fables de La Fontaine. Alors là, je fais ce que Antoine ne veut pas qu'on fasse, c'est-à-dire comparer assez grossièrement Ésope d'un côté et La Fontaine de l'autre, mais bon, je le fais avec toutes les précautions d'usage. C'est juste, quand on lit ces textes-là par rapport à ceux qu'on a en tête avec la connaissance des fables par La Fontaine, on observe un certain nombre de différences et on a un certain nombre de surprises qui sont assez agréables, je pense. Et notamment, une caractéristique là des fables, de ces fables d'Ésope, c'est que la morale en général porte sur vraiment l'essence des êtres et renvoie à leur nature, plus que dans les fables plus familières comme celle de La Fontaine, où la morale porte vraiment sur l'attitude, le comportement des personnages et vient sanctionner un comportement qui a été mauvais ou qui a été imprudent ou ce genre de choses. Ici, en fait, très souvent, on nous renvoie aux caractéristiques naturelles des êtres. Donc, par exemple, il y a certains de ces animaux, ceux qui reviennent le plus souvent notamment, qui sont ontologiquement ramenés à une condition. Par exemple, le loup est ontologiquement mauvais. Le serpent aussi s'avère ontologiquement fourbe. Donc il y a un plaisir à travers ce jeu de variations que j'évoquais à voir comment on va revenir à ce postulat de départ. Il y a un animal qui est tout particulièrement intéressant, c'est le chouca, qui est donc cet oiseau qui ressemble au corbeau, mais qui en fait est prisonnier d'une condition ingrate et essaie, selon les fables où il apparaît, de rejoindre telle ou telle catégorie de volatiles et finalement est toujours démasqué et toujours ramené à sa triste condition. Ça, c'est quelque chose d'assez surprenant, d'assez original par rapport aux fables que l'on connaît en général, qui fait un autre, à mon avis, centre d'intérêt possible pour
pour ses fables. Vous pourriez nous en lire une, Julien Bardot? Oui, alors je vais vous en lire une qui repose sur un retournement de situation, hein, puisque c'est ce que je disais. Donc elle est un tout petit peu plus développée que celle que nous avons lue précédemment, mais c'est une de mes préférées. Et elle ne met pas en scène d'animaux pour le coup. Donc c'est La vieille et le médecin, donc la fable 57. Une femme âgée, aux yeux malades, fit venir un médecin, moyennant rémunération. Il se rendit chez elle et à chaque baume qu'il lui appliquait, il s'employait, tant qu'elle avait les yeux fermés, à lui soutirer objet par objet tout ce qu'il y avait chez elle. Lorsqu'il eut tout emporté et que la cure fut terminée, il réclama la rémunération convenue. Mais elle refusa de s'en acquitter. Il la mena donc devant les archontes. Alors la vieille déclara qu'elle avait promis un salaire s'il lui soignait les yeux, mais qu'à présent son état, suite à la cure, était pire qu'auparavant. Car dans le temps, dit-elle, je voyais tout ce qu'il y avait dans la maison, tandis qu'à présent je ne vois plus rien. De même, les méchants, par cupidité, assemblent à leur insu les preuves qui les perdront. Donc là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez spirituel dans la manière dont la situation se retourne et dont le médecin est accusé par la vieille, mais sans même qu'elle en soit consciente, en fait. Elle pense faire un pur constat et en vérité, donc on voit comment la situation se retourne contre lui. Donc il y a une sorte d'ironie du sort qui est quand même assez plaisante, je trouve. Y compris dans la formulation de celle-là. Antoine Bicéré, on va évidemment, donc il n'est pas question de faire une sorte de rapide étude comparative, d'ailleurs on s'en est gardé jusque-là, hein, pour une fois qu'on peut essayer de dissocier enfin La Fontaine et Ésope. Néanmoins, peut-être un mot justement sur la fonction d'Ésope, à proprement parler, pour La Fontaine, hein, pour en revenir à lui. C'est-à-dire s'en remettre à Ésope à ce moment-là, à cette époque-là, dans ce moment de l'histoire littéraire-là, qu'est-ce que ça voulait dire pour La Fontaine et qu'est-ce que ça voulait dire que de s'appuyer sur Ésope? Est-ce que c'est simplement, au fond, se saisir d'un répertoire, d'un catalogue, d'un répertoire de motifs? Est-ce que c'est s'en remettre, alors on y pense évidemment à la permanence d'un modèle ancien, mais pourquoi spécifiquement Ésope, même si Phèdre est présent aussi, évidemment? Alors, se saisir d'un répertoire ancien, assurément, il faut peut-être commencer par dire que faire allégeance à Ésope à l'ouverture d'un recueil de fables, c'est une tradition que respectent de très nombreux fabulistes, hein. C'est bien d'ailleurs pour ça que le fait de ne plus mentionner Ésope dans certains recueils à partir du milieu du XVIe siècle constitue un coup de force intéressant dans certains recueils. On en a parlé tout à l'heure. Mais disons que il n'y a rien, je dirais, d'original à annoncer à l'ouverture d'un recueil qu'on chante les héros dont Ésope est le père, d'une certaine façon, hein, à présenter son recueil comme des fables choisies, mises en vers, c'est-à-dire uniquement un choix de fables parmi un répertoire qui serait celui d'Ésope et qu'on mettrait en vers. Phèdre le faisait déjà au 1er siècle et la plupart des fabulistes le faisaient. Donc de ce point de vue, c'est s'inscrire dans une tradition, dans une lignée. Bref, c'est indiquer à son lecteur, en tête d'ouvrage, qu'on est en train de rédiger, de construire un recueil de fables ésopiques, tout simplement, hein. C'est-à-dire, c'est une manière un peu comme si on écrivait tragédie en dessous du titre de sa pièce, hein. C'est une manière de proclamer le genre qu'on est en train de retravailler. Cela dit, à ce moment de l'histoire littéraire, donc, la figure d'Ésope était devenue, je le disais tout à l'heure, de plus en plus encombrante pour les fabulistes qui cherchaient à promouvoir le genre, à lui donner ses lettres de noblesse, à en faire quelque chose qui soit un peu plus poétique que les fables grecques dont on avait l'habitude depuis le XVe siècle. Alors, de ce point de vue-là, le fait de continuer à mentionner Ésope et même de le mettre en valeur à travers la rédaction d'une vie d'Ésope, celle de La Fontaine est bien plus épurée, bien moins intéressante que celle que nous proposons dans l'édition, qui est beaucoup plus truculente, hein. Mais le fait Celle quand même celle de La Fontaine, il l'annonce, hein, d'ailleurs, hein, qu'il qu'il la l'a modifie. censurée, en fait. voilà. Non Oui. seulement il l'a modifiée, il l'a censurée, mais en plus la version qui circulait à son époque était déjà une version censurée, pardon. Donc il censure une version qui est déjà censurée. Alors ça fait beaucoup ça fait beaucoup d'épisodes en moins. Mais malgré tout, le personnage d'Ésope est mis en évidence et c'est sans doute une façon de revendiquer pour sa poétique une part de puérilité consentie.
quelque chose comme une forme de naïveté. C'est le grand mot qu'on emploie, que les critiques du XVIIIe siècle emploient à propos des fables de La Fontaine. Il voit dans son style un mélange de très grande habileté, de perfection dans la maîtrise du vers, et en même temps d'une forme de naïveté consentie qui fait tout le charme de la manière dont les fables sont rédigées. Et sans doute, la présence d'Ésope dans ce projet livresque est-elle une façon justement de situer son recueil à mi-chemin entre les tentatives de promotion du genre qui avaient eu lieu au début du XVIIe siècle, enfin depuis le milieu du XVIe, et en particulier depuis le début du XVIIe siècle, aussi bien en France que dans d'autres pays européens. Donc à mi-chemin entre ces tentatives, et puis une poétique plus humble de la fable en prose grecque qui reste attachée, disons, à un récit simple. Et c'est sans doute pour ça aussi, par exemple, que La Fontaine ouvre son recueil par une fable très brève, très modeste dans ses ambitions, La cigale et la fourmi, que tout le monde connaît, et qui n'est pas la plus réussie du recueil, qui n'est pas celle qu'on cite en général pour preuve du talent de La Fontaine. Donc, de ce point de vue-là, à mon avis, c'est le rôle que joue Ésope dans la poétique lafontainienne. Voilà. Alors Antoine Bisseré, Julien Bardot, c'est la fin de cette émission que je vous laisse terminer entre vous, l'un ici à Paris, l'autre depuis Nice. Alors bon après-midi à vous, à toutes et à tous. Alors Antoine, que dire ? Moi, je dois dire que Oui. j'ai beaucoup apprécié la façon dont tu avais parlé des fables et de ce que tu appréciais dans les fables. Finalement, c'est une discussion qu'on n'avait pas eue si souvent entre les moments où on a relu, réécrit ces fables pour leur publication. Finalement, c'est vrai que ça fait plusieurs fois là qu'on est amené pour des entretiens à citer nos fables préférées et à parler un peu de ce qu'on aimait dans ces textes. Et finalement, je trouve que c'est une question qu'on ne s'était pas assez posée entre nous. C'est vrai, on manquait de recul. Nous étions pris dans le travail et dans l'urgence et finalement... Nous en avons oublié de parler du plaisir que nous avions quand même à faire ça, malgré tout. Ouais. Oui, mais c'est finalement, je trouve que ça fait partie des questions les plus intéressantes, finalement. Et puis, on a échappé à la question qu'on aurait pu poser à l'ouverture de cette émission, quand même, qui s'appelle La Compagnie des Poètes, et qui était les fables d'Ésope. Sont-elles des poèmes, et Ésope est-il un poète ? Alors... Nous avons tourné autour, mais oui. Tu l'as dit, tout repose sur une métaphore finalement, donc on est au cœur de la poésie. Et puis, on pourrait dire aussi quand même que dans nos fables, il y en a certaines qui sont en vers, enfin on l'a déjà mentionné, alors peut-être que pour finir, je pourrais lire une de celles qui sont en vers, elle est très courte. Donc le loup fier de son ombre, un loup errait un jour en des lieux isolés. Lors, le soleil couchant jetait ses derniers feux. Il s'exclame à la vue de son ombre allongée, « Je craindrai le lion, moi qui suis si fameux. Je mesure un plêtre. N'est-il donc pas honnête que je devienne roi de l'ensemble des bêtes ? Mais tout à sa fierté, il est pris par un lion puissant qui le dévore. Et changeant d'opinion, le loup s'écrie, « Orgueil, tu fais notre affliction. » Je dois dire que quand j'avais lu tes traductions en vers, j'avais vraiment été impressionné. Non, c'est vrai, elles sont heureusement pour toi qu'il n'y avait que 3 fables à traduire en alexandrin, mais quand même, je trouve que c'est vraiment un apport intéressant de cette édition, de cette nouvelle traduction, que d'avoir essayé de les mettre en vers.